du conjoint collaborateur, qui venait s'associer au fonds de solidarité de niveau 1 des 1500 euros du volet État qui a été mis en place. Tout cela a été possible parce que vous nous aviez fait remonter vos problématiques. Il y a aussi, je ne vais pas m'avancer sur tous les sujets parce que là, ça pourrait durer des heures, mais en tout cas, il y avait d'autres sujets, notamment les doubles activités, ceux qui étaient créés de moins d'un an, etc. Tout cela, voilà, ont été identifiés dans le fonds départemental. L'organisation, alors, sur notre organisation et pour suivre lors du déconfinement, alors vous avez vécu une période de choc, nous avons tous vécu une période de choc, moi aussi. On a réfléchi. Comment se moderniser? Comment rebondir? Comment commercer différemment? Des idées ont émergé et des relances d'activités ont été possibles, notamment pour les secteurs qui étaient toujours maintenus en activité. Je pense aux bouchers, aux charcutiers, aux boulangers, aux pâtissiers. Même si eux aussi ont souffert, sachez que tout le monde n'a pas souffert de la même façon. Sur des périmètres géographiques, nous avons identifié, par exemple, dans l'hypercentre de Toulouse ou dans Toulouse, une grosse perte de chiffre d'affaires pour les boulangers. Alors qu'en première couronne et en deuxième couronne, ces boulangers-là, de manière générale, ont eu un accroissement de leur chiffre d'affaires. Les bouchers et les charcutiers, n'en parlons pas, puisque, étant confinés, les enfants n'allaient pas à l'école. Forcément, nous avions besoin d'alimenter l'ensemble de notre famille. Et donc, ce sont eux en priorité, ainsi que des primeurs, qui se sont retrouvés en hausse de chiffre d'affaires. Et c'est bien parce que ça a donné aussi une visibilité à notre capacité locale de production, de mettre en exergue ce qu'on était capable de faire dans l'agriculture, dans notre production locale. Et il est important, je pense, que par solidarité pour tout le monde, nous puissions consommer tous local demain. Évitons, autant que faire se peut, bien sûr pas dans tous les domaines, mais évitons d'aller consommer des choses qui viennent du Brésil, d'Argentine ou que sais-je, et unissons-nous pour que nous soyons tous forts, de telle sorte à ce que nous puissions rebondir très rapidement de cette crise, en espérant que le côté sanitaire soit réglé dans les prochains mois. De nombreux tests sont réalisés aujourd'hui. Certains sont bien sûr encourageants, mais il va falloir du temps. Du temps parce que entre le moment où on décide de mettre en production un test, préalablement, il y a eu forcément des études qui ont été réalisées. Et malheureusement, le temps, pour nous, c'est de l'argent. Mais on est confronté à cette problématique, toutes et tous. On ne pourra pas de toute façon avoir la même vie qu'avant, avant le 16 mars. On est obligé de s'adapter. On est obligé d'adapter nos gestes, notre façon de vivre, notre façon d'être vis-à-vis déjà de notre famille, mais aussi de nos clients, nos consommateurs. Et ce déconfinement, c'est possible, et ce sera possible pour de nombreuses entreprises le 11 mai, à partir du moment où les gestes barrières, la distanciation sociale, les mesures de sécurité sont respectées, parce que nous redoutons une deuxième vague et elle n'est pas irréelle. Je vous assure, je sors de réunion avec la préfecture à l'instant, comme vous, en visio, on se voit toutes les semaines pour se tenir au courant de toutes les filières. Là, nous sommes plus de 100 connectés en permanence. Ce n'est pas quelque chose d'irréel. Aujourd'hui, les contacts entre personnes, on essaie, en tout cas le secteur sanitaire essaie de les tomber à 0,6 personnes. Ça veut dire qu'une personne qui est contaminée ou contaminante, si je m'approche d'elle, je ne la contaminerai qu'à 0,6 ou à 60%, on va dire, de sa personne. Si ça évolue à 1, à 2, à 3 ou à 4 comme avant le 16 mars, on sera obligé à nouveau de confiner, pas parce qu'il y a un risque sanitaire majeur, hein,
il y a malheureusement des décès, mais qui, vous l'avez vu, qui sont faibles. Pouvoir faire une prise en se déroule dans les meilleures conditions. Et sachez que nous restons mobilisés à vous aider, à vous organiser ou à vous réorganiser et de faire de ce déconfinement et faire de cette reprise une réussite pour vos activités. N'hésitez pas, nous sommes là. Les moindres problématiques que vous pouvez avoir, nous les prenons en compte, nous les faisons remonter immédiatement. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Alors, merci beaucoup, Vincent Aguilera, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne. C'était important, en effet, de rappeler les différentes mesures qui ont été mises en place, surtout pendant cette période qui a pu être éprouvante pour chacun, challengeante aussi. Je propose qu'on commence avec Fanny Potanic. Fanny, est-ce que tu peux nous faire un rappel de ce virus qu'on appelle le Covid-19? Oui, alors écoute, merci Sophie. Donc effectivement, avant de rentrer dans le détail de l'organisation à mettre en place, il convient quand même de rappeler l'objectif. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de reprendre votre activité en toute sécurité pour vos salariés et vos clients. Donc la sécurité, c'est avant tout de la prévention. Donc pour prévenir, il faut connaître le danger et les risques. Donc le danger, c'est le coronavirus. C'est un virus respiratoire et il a un mode de transmission donc, par les voies respiratoires. Donc, soit par des gouttelettes de respiration qui sont projetées en toussant, en éternuant, ou par le contact des mains souillées au visage, ces mains étant en contact avec ces gouttelettes par le biais d'avoir touché des surfaces, des éléments ayant contaminé. Donc effectivement, le risque, c'est d'être en contact avec le virus à travers la bouche, le nez, les yeux et de fait également avec les mains non lavées portées par le virus. Donc, une fois que l'on connaît le danger et les risques inhérents, il convient de mettre en place des mesures pour éviter le risque, voire le limiter. Donc, ces mesures, depuis 2 mois, on les connaît toutes. On les a intégrées, je pense, maintenant, à force de les entendre, mais c'est important de les rappeler car elles sont vraiment applicables à tous et c'est la base. Donc, la base et les gestes, donc ça s'appelle les gestes barrières, c'est se laver les mains régulièrement, tousser et éternuer dans son coude ou utiliser un mouchoir. Le cas échéant, le mouchoir, il est à usage unique et surtout, éviter les contacts et notamment lorsqu'on se salue, éviter les embrassades, de se serrer la main et se tenir à plus d'1 mètre de la personne. Là, c'est vraiment voilà, les mesures sanitaires sur lesquelles on insiste et c'est la base. Donc, dans la prévention, on repère le danger, on repère les risques, on met en place des mesures de prévention. Donc, les mesures de prévention, la première, quand on le peut, c'est d'éviter le risque, c'est de le retirer de la circulation. Donc, c'est pour ça qu'on parle de télétravail, quand c'est possible, d'éviter les réunions physiques et de mettre en place des protections collectives. Si on ne peut pas éviter le risque, il faut le limiter. Donc, quand on le limite, à ce moment-là, on adapte le travail à l'homme en premier et pas l'homme au travail. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord privilégier les protections collectives, comme la distance supérieure à 1 mètre, les écrans type hygiaphone, le nettoyage. Et quand vraiment on ne peut pas mettre en place la protection collective, à ce moment-là, en dernier recours, c'est les protections individuelles où là rentre en œuvre tout ce qui est masque, visière, blouse, ainsi de suite. Et à cela se rajoute en tête tout ce qui est information et formation des salariés et des clients. D'accord ? L'information, c'est la base également que les gens aient connaissance des mesures mises en place pour les protéger.
Voilà. Donc là, c'était important de débuter ce webinaire par ces éléments et ce rappel, puisque c'est sur ce principe-là que va se baser la suite de l'intervention. Tout à fait, c'était vraiment important de rappeler ces différentes mesures déjà de prévention et de précaution qu'on peut mettre en place. Je me tourne maintenant vers Fabrice. Toi aussi, tu es conseiller environnement de la Chambre des métiers. Est-ce que tu peux nous expliquer, Fabrice, quelles sont les mesures qui doivent être mises en place dans une entreprise, pour les Alors salariés oui, notamment? oui, merci Sophie. Donc je vais expliquer quelques exemples de mesures que l'on peut mettre en place dans une entreprise en prenant un exemple concret. Et puis ensuite, Fanny, tout à l'heure, prendra un deuxième exemple. Moi, je vais prendre l'exemple d'une entreprise de plomberie qui fait des interventions à domicile chez les clients. Donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que cette entreprise doit faire. Alors, bien entendu, on ne pourra pas envisager toutes les situations, ce serait beaucoup trop long, mais l'idée derrière, c'est que vous puissiez poser des questions. N'hésitez pas à le faire au travers du chat ou des questions-réponses, et puis nous essaierons d'y répondre en fin de webinaire. Et puis, si on ne peut pas y répondre immédiatement, on essaiera de faire des recherches pour pouvoir vous apporter des réponses dans un deuxième temps. Donc, cette entreprise de plomberie, qui a des salariés, donc, parce que je vais parler un peu des salariés, elle doit d'abord s'organiser au niveau un petit peu général, et puis déterminer quels sont les salariés qui vont pouvoir reprendre le travail lundi. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que même aujourd'hui, parfois, on n'a pas forcément encore tout à fait les réponses à ces questions, notamment le cas des salariés qui sont parents et qui ont des enfants qui ne pourront pas retourner à l'école lundi. Donc ces salariés-là, peut-être, ne pourront pas immédiatement reprendre le travail. Et vous savez que l'activité partielle, le chômage partiel pourra continuer à être utilisé à ce moment-là. Il y a aussi des salariés qui sont dits à risque de développer des formes graves de la maladie. Ces salariés-là aussi seront peut-être contraints par leur médecin de rester à la maison et bien sûr, dans ces conditions, ils ne pourront pas revenir au travail lundi. Et là aussi, il y a tout un tas de mesures qui permettent d'accompagner les entreprises par rapport à ces arrêts de travail. Comme l'entreprise de plomberie, en l'occurrence, va intervenir chez le client, il faut bien sûr s'assurer que le client d'abord accepte évidemment l'intervention de l'entreprise, ça va de soi, mais aussi qu'il soit bien informé de toutes les mesures que l'entreprise va prendre pour protéger ses salariés, puis protéger aussi le client. Donc effectivement, l'intervention ne sera pas habituelle, elle va tenir compte du risque Covid. Il faut que le client accepte toutes les mesures qui sont prises. Il faut vérifier, bien entendu, que l'entreprise dispose du matériel nécessaire à son intervention. Alors, il y a les équipements de protection, les masques, les visières aussi, qui sont parfois utilisées. Dans certains cas, on va avoir besoin de combinaisons jetables. Il faut également des produits de nettoyage, des équipements de nettoyage. Il faut du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Il faut des sacs poubelles ou des contenants fermés pour mettre les déchets, etc., etc. Donc ça, il faut bien prévoir tout ce matériel avec une checklist, par exemple, avant de partir. Et puis, bien entendu, l'entreprise doit privilégier les démarches administratives à distance, la prise de rendez-vous, l'établissement d'un devis, les bordereaux d'intervention, les factures, le paiement, tout ça doit, dans la mesure du possible, être réalisé à distance. Alors, l'entreprise va d'abord aller sur le chantier, donc chez le client. Pour cela, on va privilégier les déplacements directs sur le chantier sans passer par le dépôt ou le siège de l'entreprise, dans la mesure où évidemment cela est possible. Et chaque collaborateur, chaque compagnon utilisera à ce moment-là des moyens de déplacement individuels, sa voiture, le vélo, la marche à pied, et pourquoi pas les transports en commun. Et à ce moment-là, on rappelle que s'il y a l'utilisation des transports en commun, le port du masque sera obligatoire. Si malgré tout ça, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser un véhicule partagé, il faudra prévoir un nettoyage des points contacts, c'est-à-dire le volant, le levier de vitesse, les portes, les poignées de porte, etc., etc., à chaque utilisation. Ensuite, une fois arrivé chez le client, l'entreprise va mettre en place un certain nombre de mesures. D'abord, l'idée, c'est d'isoler le chantier, c'est-à-dire si par exemple l'entreprise de plomberie intervient dans la salle de bain, le client il est tenu à l'écart, il est invité à ne pas venir dans le même local, dans la même pièce que l'intervention de l'entreprise, pour éviter au maximum la proximité et les risques de contamination.
Le lavage des mains est évidemment quelque chose qui doit revenir très très souvent entre chaque tâche. Il faut se laver les mains. Dans certains cas, il faudra porter une combinaison à usage unique, notamment s'il y a un risque de contact avec les eaux usées, typiquement dans une salle de bain, dans des toilettes ou dans la cuisine. Là, l'usage de la combinaison jetable, elle est fortement recommandée, notamment si les intervenants, les compagnons sont obligés de se mettre à genoux, accroupis, et donc avec un contact avec le sol et puis les différentes surfaces. Pendant les interventions, la distance d'1 mètre est la règle, à essayer de respecter le plus possible. Bien entendu, dans certaines situations, cette distance ne pourra pas être respectée. À ce moment-là, il faudra porter un masque. Chaque compagnon devra porter un masque et que l'on peut éventuellement, si vous pensez que c'est utile, doubler avec une visière. La visière a l'avantage de protéger l'ensemble du visage et notamment les yeux. Il faut s'assurer que chaque compagnon utilise ses propres outils pour essayer de limiter les échanges d'outils entre personnes. Si cela n'est pas possible, eh bien, il faut nettoyer les outils à chaque fois. Et il faut aussi se laver les mains avec soit du savon, de l'eau ou une solution hydroalcoolique. L'aération de la pièce où l'intervention a lieu, c'est un élément important. Donc, si possible, aérer la pièce en tenant ouvert les fenêtres, les portes, dans la mesure où cela est possible. Il faut nettoyer le chantier avant l'intervention et puis ensuite après, là aussi pour essayer de limiter les risques de contamination par les surfaces. Et puis tout ce qui est déchets, la règle c'est de ne laisser aucun déchet chez le client. Donc on ramène tous les déchets au dépôt de l'entreprise ou au siège de l'entreprise. C'est très simple, hein, en mettant les déchets, donc les masques jetables, les combinaisons jetables, les lingettes de nettoyage dans des sacs poubelles ou des contenants fermés. On ramène tout ça au dépôt, on le laisse pendant 24 heures et ensuite on peut le jeter via la filière des ordures ménagères classiques. Alors il y a la question des repas. Là, la règle qu'il faut essayer de tenir, c'est que chacun amène son repas avec sa gamelle et son thermos. Il n'y a pas d'échange d'ustensiles entre les personnes. Et puis, alors évidemment, il faut se laver les mains avant le repas et après le repas. De même, si on fume ou si si on vapote, il faut se laver les mains à chaque fois, avant et après, parce que là, il y a un risque de se toucher la bouche avec les mains. Et puis, si on utilise des locaux partagés, communs ou des bungalows de chantier, il faut faire en sorte, pendant le repas, il faut faire en sorte de respecter toujours la distance d'1 mètre. Et puis, il y a un nettoyage, là aussi, approfondi, on va dire, plus que d'habitude, notamment de tout ce que l'on appelle les points contact, c'est-à-dire les poignées de porte, les boutons de four micro-ondes, le frigo, la machine à café, tout ça, il faut le nettoyer à chaque fois. Alors, il y a le cas d'une personne, d'un salarié, par exemple, qui pourrait présenter des symptômes qui font penser au coronavirus sur le lieu de travail. Ça, c'est important de l'envisager parce qu'à ce moment-là, il y a tout un tas de choses qui vont s'enclencher. Alors, évidemment, cette personne, si elle tousse, qu'elle présente de la fièvre ou qu'elle éternue, ou voilà, même des symptômes qui font penser à un simple rhume, il faut isoler la personne, organiser son retour chez elle. À ce moment-là, le salarié contactera son médecin pour une prise en charge et éventuellement un test PCR, c'est-à-dire un test de détection du virus. Si sur le lieu de travail, une personne présente des signes graves, c'est-à-dire des signes graves, en l'occurrence, c'est des difficultés à respirer, là, il ne faut pas hésiter à appeler le 15 immédiatement pour une prise en charge très très rapide de la personne. Lorsqu'un salarié a effectivement été testé positif, il y a une enquête qui va avoir lieu, c'est ce qu'on appelle le contact tracing. Donc ça, c'est nouveau, c'est lié au déconfinement. Une enquête par les autorités de santé, l'ARS, la sécurité sociale et le médecin du salarié ou de la personne malade. Et là, on va rechercher les contacts étroits et peut-être les autres salariés qui ont été en contact avec la personne malade devront être contraints par leur médecin ou par les autorités de santé à une quarantaine et donc devront rentrer chez elles pour être testés. Et donc, ces personnes seront contraintes peut-être de rester à domicile. Donc ça, c'est la prise en charge des personnes malades et des contacts des personnes malades pour limiter au maximum le risque que l'épidémie redémarre. Voilà, donc en conclusion de cette partie, cette façon d'étudier, d'examiner chaque situation de travail qui va se présenter dans la journée, par exemple, de manière chronologique,
c'est vraiment une méthode d'évaluation des risques. C'est ça, l'évaluation des risques, ça n'est ni plus ni moins que d'envisager une par une les différentes situations et d'envisager les mesures de prévention à prendre. Ça, il faut essayer de le faire au maximum avec les salariés, parce qu'il y a une question importante, c'est que les salariés, eux aussi, ils sont peut-être angoissés, ils ont peut-être une crainte de reprendre le travail, et donc il faut essayer de faire en sorte qu'ils acceptent les mesures qui sont mises en place par l'entreprise, de manière à ce qu'ils reprennent le travail totalement en confiance, sans être angoissés ou stressés par les risques de contamination. Et puis, tout cela, à un moment donné, il va falloir le mettre à jour dans le document unique d'évaluation des risques, qui est obligatoire, hein, je vous le rappelle, pour toute entreprise qui a des salariés. Et donc, pour la mise à jour de ce document unique, la CMA vous propose de vous accompagner. Sophie, tout à l'heure, parlera peut-être des formations individuelles que nous pouvons réaliser pour vous aider à mettre en place cette évaluation des risques et puis à examiner avec vous tout ce que vous avez mis en place dans le cadre de la reprise de l'activité. Voilà, Sophie, ce que je voulais dire pour l'instant sur cet exemple de l'entreprise de plomberie. Alors, c'était un bon exemple, hein, justement, les entreprises de plomberie, parce qu'en effet, elles interviennent chez les particuliers et les particuliers peuvent avoir un peu peur, justement, des personnes qui rentrent dans leur domicile. Donc, toutes les informations que tu as données, elles étaient intéressantes. Je retiens aussi que tu as parlé d'équipements, alors masques, hygiaphones. Où est-ce qu'on peut trouver ces équipements aujourd'hui s'il y a des entreprises qui s'en sont pas encore procurées? Comment faire pour avoir un annuaire, un répertoire de ces entreprises? Alors, on tient effectivement une liste de fournisseurs depuis quasiment le début du confinement. À un moment donné, il était très très difficile de trouver des masques, donc on a essayé, nous, de faire nos propres recherches. Et cette liste, on a essayé de l'orienter le plus possible vers des acteurs locaux. Alors, ils ne sont pas tous 100% locaux, mais la plupart sont des fournisseurs locaux. Donc, soit de masques, soit de gel hydroalcoolique, d'hygiaphones, d'écrans, enfin, de tous les équipements dont une entreprise pourrait avoir besoin, même de signalétique, hein, pour les magasins, par exemple. Et cette liste, il suffit de nous contacter, hein, on vous la diffuse à chaque fois que l'entreprise en a besoin, on lui diffuse. Elle est mise à jour pratiquement quotidiennement. On a de nouveaux fournisseurs qui rentrent dans notre annuaire. Et donc, on la tient à votre disposition. Il suffit de nous contacter pour cela. D'accord. Merci beaucoup Fabrice pour ces infos concrètes qui vont permettre à nos artisans de pouvoir préparer l'accueil de leurs salariés. Alors, je reviens juste sur le document unique, puisque en effet, tu as parlé du document unique et du fait que ce soit un document qui permette de répertorier tous les risques de l'entreprise. Si c'est un outil qui vous fait peur, sachez que la Chambre de métier peut vous accompagner, soit par le biais de la formation collective, avec une journée de formation, soit également avec des accompagnements individuels qu'ils ont proposé par Fabrice et Fanny sur un format plutôt court. Et l'idée, c'est qu'à la fin, vous repartez avec un document unique qui sera à jour et du coup qui va pouvoir aussi rassurer les salariés. Il y a aussi cette notion de rassurer les salariés. Vincent Aguilera, comment les chefs d'entreprise peuvent se comporter par rapport à la réouverture justement des entreprises, réintégrer les salariés dans leur entreprise? Vous avez des conseils, vous, à leur donner justement par rapport à ça? Oui, alors déjà dire que nombreux sont les salariés qui souhaitent réintégrer l'outil de travail. Nous sommes en permanence en discussion avec les principaux syndicats, hein, de salariés, et on se rend compte aujourd'hui que les collaborateurs souhaitent revenir vite. Ça va dépendre de beaucoup de choses. On le sait. D'abord, les écoles. Est-ce qu'elles vont pouvoir accepter les enfants de tous nos collaborateurs? Ça, c'est un premier point. Et ensuite, assurer la protection, et vous l'avez répété, Fabrice, de façon très pertinente, assurer la sécurité de nos collaborateurs à l'intérieur de nos outils de production et de nos entreprises. Alors, il y a plusieurs plateformes qui existent pour ces masques. C'est quand même le première mesure sanitaire indispensable pour sécuriser la tête des gens, le retour dans une vie normale et respecter cette distanciation, même si on dit que c'est plus d'un mètre, hein, c'est même 1,50 m qu'il faudrait, mais avec un masque, c'est 1 mètre. Donc,
je vous conseille de porter le masque. Et le masque, c'est un problème. C'est un problème parce que j'ai vu passer des messages, certains n'arrivent pas à se connecter à la plateforme de La Poste. Il y a une plateforme qui vient d'être créée par La Poste en collaboration avec CMA France et CCI France et qui fonctionne plutôt bien. Une des élues ce matin, Isabelle Granier, me disait qu'elle avait commandé le 5 mai des masques. Elle a été livrée ce matin, 48 heures après. C'est peu. Certains ont commandé sur d'autres plateformes. Hein, je pense à Cdiscount, puisque ça avait fait fureur à un moment donné. Ils n'ont toujours pas été livrés. Donc, attention à ces plateformes de livraison. Nous, il faut qu'on soit aussi très attentif à ce qu'on va proposer ou alors aiguiller à nos entreprises de la chambre de métier. Il faut que ce soit rapide, efficace, parce que nos collaborateurs qui souhaitent revenir devront en permanence être protégés. Vous avez rappelé, Sophie, la problématique de la responsabilité du chef d'entreprise. J'aimerais dire ici qu'au-delà de la responsabilité du chef d'entreprise, c'est la responsabilité pénale qui est engagée et pas uniquement la responsabilité civile. La faute inexcusable. Nous sommes en train de la négocier avec le MEDEF, la CPME, l'UDP, les 3 syndicats patronaux qui existent en France, avec les syndicats salariés, où cette faute inexcusable et de responsabilité pénale ne soit pas engagée uniquement sur l'obligation de résultat. En fait, nous demandons à ce qu'il y ait une obligation de moyens, et quand on parle de moyens, c'est prouver qu'on était capable de mettre à disposition de nos collaborateurs des masques, du gel hydroalcoolique et des surblouses éventuellement ou des blouses désinfectées pour ceux qui travaillent avec des blouses. Tout le reste, on peut contracter le virus n'importe où. En faisant ses courses, en allant récupérer ses enfants à l'école, etc., etc. Donc, on met l'accent sur l'obligation de moyens, pas l'obligation de résultat. Parce qu'il serait trop facile d'accuser et d'identifier un chef d'entreprise en lui disant « j'ai contracté le virus du Covid-19 à l'entreprise ». Il faut le prouver. Donc, c'est ce qu'on nous demande. C'est ce qu'on demande. C'est pas à nous de prouver qu'il ne l'a pas contracté à l'entreprise, mais plutôt dire « nous avons mis en place l'ensemble des moyens garantissant et garantis comme sont édictés dans les différents guides qui existent. » Et je tiens à rappeler les guides qui existent. Il y en a 47 pour les métiers. Il y en a certains qui vont sortir encore, et je l'ai vu là aussi, pour l'esthétique et la coiffure. L'UNEC et le CNEC sont les 2 organisations professionnelles, le Conseil national de l'esthétique et de la coiffure et l'Union nationale de l'esthétique et de la coiffure, qui ont déposé un guide de référence pour vos métiers, qui est sur le bureau de Muriel Pénicaud. Il va être vite validé, je pense, aujourd'hui, puisqu'on est le dernier jour, ou demain, et vous l'aurez très rapidement. Mais sachez que votre Bible, c'est celle du 3 mai. Pour ceux qui n'ont pas de guide professionnel. Celle du 3 mai, elle est très explicite, elle est très claire. Donc, pour éviter toute faute inexcusable, pour éviter toute responsabilité pénale, si vous n'avez pas mis en place vos masques, etc., je vous invite à le faire très rapidement. Et ensuite, le document unique d'entreprise professionnelle est un outil indispensable. Cela va être regardé automatiquement aussi bien que les moyens que vous aurez mis à disposition de vos collaborateurs que ce document unique. Nous allons mettre l'accent dans les prochains jours sur la formation de ce genre de document unique que je vous exhorte de ne pas vous exempter parce que s'il n'existe pas chez vous, automatiquement, la justice vous pénalisera. Donc, mettez tous ces moyens en place. C'est facile, on peut vous aider. Il y a de la formation. Nous sommes là pour vous accompagner. À défaut de rien avoir, il vaut mieux avoir quelque chose qui soit pas forcément super bien formalisé,
au moins on ne vous attaquera pas sur le fond. Et donc je vous invite à bien prendre connaissance de ces documents uniques. Si vous ne savez pas comment faire, la chambre de métier se tient à votre disposition. Sophie l'a dit, à travers des formations ou à travers des accompagnements, on va essayer de faire peut-être des choses très généralistes, de telle sorte à ce qu'on puisse compiler peut-être éventuellement. Mais ne vous exhortez pas de cela. Formez-vous là-dessus et mettez les moyens pour éviter toute responsabilité du chef d'entreprise. Voilà, merci. Merci. En effet, vous avez parlé du protocole national de déconfinement. C'est un outil qu'on reverra tout à l'heure avec Fanny qui va venir un petit peu, qui va également nous présenter cet élément. Et on vous enverra le lien justement pour pouvoir y avoir accès si vous n'y avez pas encore eu accès. Ce qui me permet de faire l'introduction de Fanny Potanic. Donc, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, Fanny, elle est conseillère environnement et sécurité, pardon, à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Donc, Fanny, les entreprises, elles vont pouvoir accueillir du public à partir du 11 mai. Je parle des entreprises qui réouvrent, évidemment, notamment les entreprises de la coiffure, de l'esthétique, entre autres. Qu'est-ce qu'elles doivent mettre en place justement pour pouvoir accueillir dans des bonnes conditions leurs clients? Oui. Effectivement, le confinement, il a été interdit aux établissements qui reçoivent du public d'ouvrir, dont notamment les salons de coiffure. Donc là, pour prendre le même principe que Fabrice, on a choisi de prendre un exemple, dont notamment les salons de coiffure, puisqu'en fait, cet exemple va nous permettre de voir l'accueil, donc une surface de vente artisanale, et après le service de soins à la personne. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cet exemple. En sachant que, comme l'a très bien dit le président, les mesures prises en compte pour accueillir le client, en l'occurrence, sont basées sur les principes de base de prévention, les fiches conseils publiées par le ministère ainsi que le protocole national de déconfinement, puisque c'est le document de base, puisque pour l'esthétique et la coiffure, pour l'instant, et malheureusement, je vais dire, la fiche conseil n'est pas publiée par le ministère, mais effectivement, les syndicats ont fait des propositions et sur leur site, notamment le site de l'UNEDEC, ils ont diffusé les préconisations. Donc, sur cette base-là, je vous propose de rentrer dans le détail. Donc, tout d'abord, pour pouvoir réouvrir auprès de son client, il y a une phase d'organisation générale. Que ça se passe comme ça. Donc, l'organisation générale, à partir du moment où j'ouvre au client, il faut voir, examiner l'accès de mon salon, de mon établissement. Donc, voir en fait combien de personnes je peux accueillir au maximum en gardant en tête les mesures de distanciation sociale, les gestes barrières. Donc là, il faut voir combien j'ai de salariés qui peut travailler. La surface disponible, donc tout à l'heure, le président effectivement a parlé des 4 mètres carrés de manière idéale. Après, il est certain que pour un salon de coiffure et l'esthétique, à un moment donné, l'activité, le travail fait que le salarié, le coiffeur ou l'esthéticienne va se retrouver à moins d'1 mètre de la personne. Donc ça, on va en parler de suite. Voilà. Toujours est-il que cette distanciation, il faut qu'elle soit atteignable le plus possible dans d'autres situations. Donc, l'espace de vente, au niveau des bacs à shampoing, à ce moment-là, il va être nécessaire de condamner des bacs à shampoing ou aussi sur les postes de travail pour limiter l'accès à ces zones-là, respecter les 1 mètre quand on peut le faire. Également, il va falloir certainement réorganiser l'espace de vente pour ceux qui en font, c'est-à-dire, je pense parfois à des coiffures qui ont des produits à la vente, des articles à la vente qui sont un petit peu partout dans le salon. Donc, il est peut-être quand même intéressant de regrouper sur une zone les articles à la vente pour pas que le client qui est susceptible de venir pour cela se balade dans le salon. Aussi également sur la mise en rayon
des articles à la vente, le favoriser et le prévoir avant l'ouverture pour éviter la circulation des personnes. Donc, l'idée de l'accès au salon, c'est vraiment d'étudier mon salon, comment il est physiquement, ce que je peux mettre en place pour favoriser et ce qu'il faut attendre au mètre de distanciation sociale au niveau de la vente, au niveau de l'attente et au niveau des bars et postes de coiffage entre les clients eux-mêmes. Voilà, donc là, ça va demander une obligation de prise de rendez-vous pour le coiffeur, c'est-à-dire qu'une organisation, on vient parler de l'organisation générale matérielle, mais il va y avoir une organisation du travail, c'est-à-dire qu'il est certain qu'il va falloir prendre plus de temps lorsqu'on accueille les clients au niveau des prestations, puisqu'on va revenir après par la suite, il va y avoir un nettoyage demandé systématiquement. Voilà, donc sur l'organisation générale, c'est une organisation matérielle et une organisation du travail par rapport à ces contraintes qui doivent être mises en place, dont notamment les rendez-vous. Il va falloir être beaucoup plus vigilant, prendre de temps, privilégier la prise de rendez-vous par téléphone ou à distance auprès des clients pour éviter qu'un client vienne simplement pour prendre un rendez-vous. Il faut vraiment limiter l'accès au salon au strict minimum. Ensuite, autre élément, une fois qu'on est d'accord sur voilà, combien je peux accueillir de clients, comment mon planning de rendez-vous est bien organisé pour éviter qu'il y ait trop de clientes à la fois, il faut informer la clientèle des mesures d'accès et des mesures à respecter au sein du salon. Donc, notamment, dès l'entrée du salon, afficher les consignes d'accès, ainsi que les gestes barrières, les modalités limitant le nombre de clients dans la boutique, les modalités de prise de rendez-vous, dire que c'est par téléphone ou par mail. Il y a des entreprises qui ont des modules de prise de rendez-vous par Internet et la possibilité pour les entreprises qui font de la vente de préparer les commandes à l'avance et faire entre guillemets du drive pour pas que les clients viennent trop nombreux et trop souvent dans le salon. Donc là, c'est l'organisation générale du salon. Ensuite, quand on rentre au niveau une fois que le client rentre, puisque le but, c'est quand même que les commerces réouvrent aux clients. Donc, une fois que le client rentre et qu'il a été informé des conditions, sur l'espace d'accueil et de vente, il est conseillé de mettre une solution hydroalcoolique à l'entrée du magasin, à la caisse. Pourquoi? Parce que le client, quand il rentre, se lave les mains. Donc, vous pouvez considérer que le client, à partir du moment où il s'est passé les mains en gel hydroalcoolique, on peut considérer qu'il a les mains propres. Donc, ça permet de limiter le risque par rapport à ce qu'il va toucher par la suite. D'accord? Par rapport à la caisse et à l'espace de vente, vous pouvez également mettre toujours garder le mètre de distanciation sociale, mais mettre une barrière transparente qui permet de rassurer aussi bien le client que le salarié avec cette barrière. Ça se voit dans les entreprises alimentaires qui ont mis en place toutes ces mesures dès le début. Privilégier également le paiement par carte bancaire sans contact. Ça évite l'échange de monnaie et donc de contact avec des supports qui sont potentiellement contaminés. Si vous le pouvez, si vous avez des salariés, il est intéressant d'affecter un salarié à une tâche donnée, dont notamment, pourquoi pas, un salarié qui fait l'accueil de la clientèle, qui fait l'encaissement, qui fait la vente, ce qui permet en fait d'éviter à nettoyer le poste de travail chaque fois qu'il y a l'alternance de salariés. Puisque là, au niveau nettoyage, c'est aussi important, c'est-à-dire qu'après chaque client, il faut nettoyer les surfaces qu'il a pu toucher ou être en contact. Et les salariés, c'est pareil. À partir du moment où il y a une alternance de salariés sur un poste de travail, à ce moment-là, il convient même de nettoyer régulièrement le poste de travail. Donc là, c'est tout ce qui concerne la vente, l'accueil de la clientèle.
Ensuite, dans un salon de coiffure, arrive le moment où effectivement le client il vient pour se faire couper les cheveux et de fait passer au bac à shampoing. Donc là, quid de la distanciation sociale d'1 mètre. Donc effectivement, les coiffeurs ou les esthéticiennes, c'est compliqué, ça ne va pas pouvoir être tenable. Donc là, c'est possible. Si on limite au maximum ce contact à moins d'1 mètre, c'est-à-dire que quand on échange avec la cliente ou le client sur sa coupe, quand même garder le fameux mètre, échanger avec le miroir pour essayer de limiter ce mètre. Et puis quand on ne peut pas, à ce moment-là, il faut que le client soit équipé d'un masque grand public, que le coiffeur soit équipé également d'un masque grand public, puisque ces masques grand public ou masques chirurgicaux, si vous pouvez en avoir, ça permet en fait de limiter. La personne qui porte le masque protège la personne en face. Donc, si les deux personnes qui échangent elles-mêmes sont équipées d'un masque, le risque est limité. Donc, il faut vraiment que le client et le coiffeur soient équipés d'un masque grand public. C'est une obligation. Si le client n'en a pas, vous lui imposez, vous pouvez lui en fournir. D'accord ? Voilà. Ensuite, il faut également que le coiffeur soit équipé de lunettes, notamment sur tout ce qui est travail au niveau des barbiers, d'une blouse, d'un tablier, le client également d'un peignoir. Donc là, par contre, la règle, c'est qu'entre chaque client, tout linge qui est utilisé pour le client doit être à usage unique. Donc, quand je dis usage unique, c'est du jetable ou du réutilisable. Le jetable, ce n'est pas une obligation. C'est des réutilisables, mais quand on parle de réutilisable, c'est-à-dire qu'il est mis, une fois que le linge a été utilisé, il est mis dans un contenant à cet effet, bien identifié, dans un endroit du salon, et à ce moment-là, il est lavé avant réutilisation sur un autre client. C'est vrai que sur certains peignoirs, souvent, ils étaient réutilisés d'un client à l'autre. Là, ça ne va plus être possible. Et ensuite, donc, une fois que le client a eu sa prestation, à ce moment-là, il faut nettoyer et désinfecter toutes les surfaces où il y a eu contact. Donc, c'est vrai que dans le monde de l'esthétique et de la coiffure, les règles, tout ce qui est nettoyage, on ne vous apprend rien. Mais là, il va falloir le faire de manière plus systématique qu'avant. Donc, au moins, il est certain, il faut le nettoyer après chaque passage de la cliente. Le poste de coupe également, la tablette, le siège et bien entendu, mais ça, avant vous le faisiez, tous les outils de coupe que vous utilisez, le matériel de coupe que vous utilisez, mais là, pour vous, ça a toujours été le cas. Une fois que le client règle en carte bleue à l'idéal. Donc voilà, en gros, ce qu'il en est. Je voulais revenir sur le nettoyage, puisque c'est un élément important par rapport à votre profession. Il est demandé de nettoyer fréquemment les objets et les surfaces en contact avec le client. Donc vous, c'est systématiquement à chaque passage du client. Concernant le sol, par rapport au protocole national de déconfinement, il est préconisé de le nettoyer quotidiennement. Concernant l'aération, donc la climatisation, pour l'instant, rien n'est très clair. Il est préconisé quand même de ne pas l'utiliser, puisque le principe, c'est que sinon, ça met en suspension le virus, et en sachant qu'une clim non entretenue, c'est pire que tout. Donc, le protocole national indique qu'il faut aérer les pièces, toutefois, toutes les 3 heures, un quart d'heure minimum. D'accord ? Et concernant les déchets, parce que c'est une question qui revient souvent, les déchets doivent être mis dans un sac à cet effet, poubelle, conservés 24 heures avant de l'éliminer au
aux ordures ménagères. Et enfin, le linge utilisé, donc il faut le nettoyer à 60 degrés entre chaque client ou enfin entre chaque utilisation auprès d'un client. Donc, voilà. Donc, en bref, limiter l'accès de votre salon au maximum à toute personne, afficher les conditions d'accès et les mesures à respecter, mettre à disposition du gel hydroalcoolique à vos clients et à vos salariés. Le client doit avoir un masque, donc avec des attaches derrière les oreilles, je précise, mais voilà, même s'il arrive avec un masque avec des cordons, mais ce n'est pas acceptable. Garder la distance d'1 mètre le plus souvent possible et déroger à cette règle quand c'est le strict nécessaire par rapport à votre profession. Mettre en place un plan de nettoyage strict, en informer bien les salariés et mettre cette procédure en place. Voilà. Si possible, mettre un centre de circulation au sein du salon quand c'est possible et que vous avez la place. Mettre aussi, dans la mesure du possible, attribuer un poste de travail par salarié. Voilà. Et après, on redit, voilà, je voulais ressouligner l'importance du document unique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous sur permanence.sde@cm-toulouse.fr. Le protocole national de déconfinement est accessible sur le site du ministère du Travail ainsi que des guides par profession. Très certainement, rapidement, le guide des salons de coiffure et des salons d'esthétique va être publié. Et après, voilà, l'UNEC a déjà mis en place et édité sur son site internet des recommandations. En fait, voilà, c'est ce qu'on a vu ce matin par rapport au salon de coiffure. Voilà ce que je pouvais dire sur l'accueil auprès des entreprises artisanales. Merci beaucoup Fanny pour ces informations pour que les artisans puissent accueillir les clients dans les meilleures conditions possibles. Je vous propose de passer aux questions. On en a quelques-unes depuis le début du webinaire. Alors, j'ai une question de Sylvie qui nous demande bonjour, en tant que coiffeuse indépendante et travaillant seule, doit-on travailler avec des gants pour couper les cheveux? Pour notre sécurité, elle précise. Alors, la question des gants, question qui revient. Donc, clairement, les gants ne sont pas préconisés puisqu'en fait, c'est un faux ami. On considère, voilà, c'est écrit dans le protocole de déconfinement, c'est un faux. Alors, ils ne seront pas conseillés sur la coupe de cheveux ou en râle, puisque c'est un faux ami, puisqu'on peut considérer intellectuellement qu'une fois qu'on a les gants, on est protégé. Et de fait, on peut être amené à se toucher le visage, ainsi de suite. Par contre, pour des gestes techniques particuliers, notamment sur les salons de coiffure, quand vous préparez, quand vous appliquez de la technique, il est certain que là, il faut mettre des gants. Il y a des mesures de sécurité qui étaient déjà en place sur des postes de travail, donc ça ne me remet pas en cause. C'est l'utilisation de gants sur situation de travail, comme pour le bâtiment, ainsi de suite. Les gants sont un moyen aussi de protection. Dans le cas du Covid-19, voilà, il est déconseillé d'en porter. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, j'ai une question sur les déchets jetables, serviettes et peignoirs. On y a un petit peu répondu pendant le webinaire. Est-ce qu'on doit les mettre dans des poubelles ou dans des poches spéciales? Ah, on ne t'entend pas. Ouais, je vais répondre du coup à la question. Alors les déchets jetables, on peut les mettre dans un sac poubelle tout à fait classique à condition de le fermer. On peut également le mettre dans une poubelle fermée. L'idée, c'est de les laisser 24 heures avant de les faire collecter par les services d'ordures ménagères. Après, ils seront considérés comme des déchets normaux, voilà, collectés par les services des ordures ménagères des communes. D'accord. J'ai une question de Nathalie qui nous demande en coiffure, durant les coupes techniques ou autres, le client doit-il garder son masque? Alors, l'idée du masque, une fois qu'on a le masque, il ne faut plus le toucher.
c'est vrai que voilà, c'est un masque, on le met, quand on le retire, de fait, sinon il faut en mettre un autre. Donc voilà, moi je pense que c'est conseillé, effectivement, alors même si c'est désagréable, hein, ça c'est certain, porter un masque, on va vite s'en apercevoir, c'est désagréable, mais là, bon, c'est du bon sens. Voilà, moi je pense qu'il est conseillé pendant la durée de la prestation, voilà, de le maintenir. Après, bon, s'il faut l'enlever, après le principe c'est d'en mettre un nouveau et celui-ci de le mettre à la poubelle. Il y a voilà, des conditions de mise en place du masque et de retrait. Après, le masque, il faut qu'il soit mis à la poubelle tout de suite. Il ne traîne pas sur la tablette, ainsi de suite, puisque de fait, après, on le touche et on peut être en contact avec l'agent pathogène. D'accord. Alors, on a parlé des fiches tout à l'heure sanitaires. Ces fameuses fiches, ce sont les fiches que l'on retrouve sur le guide du ministère du Travail, c'est ça? Alors, c'est des Alors, fiches qu'on retrouve sur le site. Vas-y. j'y vais ou j'y vais. Allez, les fiches métiers, donc il y a beaucoup de fiches métiers qui sont déjà sur le site du ministère du Travail. On D'accord. vous a mis un lien dans la présentation que l'on va vous envoyer. Il y a notamment le fameux guide de l'OPP-BTP qui concerne les entreprises du bâtiment. Et il y a également une fiche métier sur la réparation, les interventions à domicile et la plomberie sanitaire. Par contre, il n'y a pas encore de fiche métier sur la coiffure et l'esthétique. Ils sont en cours de validation par le ministère du Travail. On nous annonce qu'ils devraient être publiés sur le site du ministère d'ici la fin de la semaine, donc autrement dit d'ici ce soir. Par contre, l'UNEC, donc une organisation professionnelle de la coiffure, a déjà publié sur son site internet, dont on a mis le lien également dans le diaporama, les recommandations qui vont figurer sur la fiche métier salon de coiffure. Maintenant, si à défaut de fiche métier ou de guide, vous posez quand même des questions, vous pouvez toujours nous contacter, on vous rappellera. Et dans un premier temps, ce que l'on peut faire, c'est au téléphone, faire un tour rapide avec vous des mesures que vous prévoyez de mettre en place et pour essayer de voir si ça correspond bien et si, en fait, on se rend compte qu'en discutant, les chefs d'entreprise imaginent très bien en général ce qu'il faut faire et en fait, nous, on arrive derrière pour valider un petit peu, pour voir avec vous, discuter, étudier toutes les situations où il faut mettre des mesures de prévention en place. D'accord. Alors, on a une question toujours de Nathalie qui nous demande, est-ce que je dois facturer le coût d'achat de tous les produits, tout le matériel pour sécuriser la clientèle? Alors, au niveau du coût d'achat, oui, il n'y a pas d'interdiction. C'est des charges supplémentaires pour l'entreprise par rapport à la prévention. En France, les prix sont libres. Donc, voilà, l'entreprise peut tout à fait refacturer aux clients les frais de mise en sécurité occasionnés par, malheureusement, la crise que l'on subit tous. D'accord. Donc, libre à tous les artisans de fixer les prix comme ils le souhaitent. Ensuite, j'ai une question de Sylvie qui nous demande si j'ai une visière, est-ce que je dois rajouter le masque, sachant que la plupart du temps, nous, en tant que coiffeur, on est derrière le client. Alors, clairement, il y a eu, par rapport aux visières, il y a eu des publications qui ont été faites cette semaine et ces publications disent de manière assez claire que les visières ne remplacent pas le masque. Elles peuvent venir en complément, mais elles ne remplacent pas le masque. Donc, dans la mesure où on se situe à moins d'1 mètre d'une autre personne, la règle générale, c'est de porter un masque. En fait, il faut avoir en tête que quand on parle, le nuage de gouttelettes, micro-gouttelettes, il ne s'arrête pas juste à l'avant du visage. En fait, souvent, voilà, c'est très dispersé. Donc, c'est pour ça que même si on est à l'arrière et à moins de 2 mètres, d'autant plus, voilà, la protection est nécessaire. Ok. Une question de Nathalie. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un document unique? Je n'ai pas de salarié. Alors non, sans salarié, il n'y a pas d'obligation d'avoir un document unique. Le document unique est obligatoire lorsqu'on a des employés. Alors j'utilise le terme employé pour tenir compte des apprentis, par exemple, qui sont des employés, ou bien même d'un stagiaire. D'accord.
Alors, je découvre les questions en même temps que vous, hein. Donc, on a des questions par rapport à l'affichage. C'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Où peut-on trouver justement ces affiches pour pouvoir les mettre dans les entreprises? Tout ce qui est affiches de gestes barrières, ainsi de suite, donc ils sont sur le site de France Santé. Voilà. Après, des affiches plus spécifiques qui résument les prises de rendez-vous, les moyens de prise de rendez-vous. Voilà, chaque entreprise peut créer son document par rapport aux conditions d'accès du magasin. Ok. Une question un peu précise, c'est les esthéticiennes qui font notamment des soins du visage. Comment on fait un soin du visage quand la cliente porte un masque? Alors évidemment, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, donc le 7 mai à 12h09, rien n'interdit à une esthéticienne de réaliser des soins du visage. Maintenant, bien évidemment, ça veut dire que la professionnelle va prendre des précautions encore supplémentaires. Et nous, ce que l'on préconise, là, clairement, c'est le port du masque chirurgical. L'idéal aurait été de porter un masque FFP2, qui là est un vrai masque de protection de celui qui porte le masque. Mais les masques FFP2 sont encore aujourd'hui réservés au personnel de santé, donc il n'est pas possible de s'en procurer. Le masque chirurgical est un masque qui protège à la fois le porteur et la personne qui est en face. Donc, c'est un masque qui a un certain niveau de protection, qui sont en général jetables. Donc, on va utiliser un nouveau masque pour chaque client. Et à ce moment-là, si on porte un masque chirurgical combiné éventuellement avec une visière ou des lunettes de protection pour les yeux, plus la blouse, la surblouse jetable, etc., le lavage des mains. En ce moment-là, on conseille aussi, mais les esthéticiennes le savent, de travailler avec les avant-bras nus, de manière à pouvoir se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, du savon, jusqu'au coude. Mais ça, ce sont des gestes que les esthéticiennes connaissent très très bien. Dans ces conditions, avec ce niveau de protection, on peut faire un soin du visage, sauf si d'ici le 11 mai, on a des documents, mais aujourd'hui, encore une fois, rien ne l'interdit, qui préconisent de ne pas le faire. Mais je suis très prudent, il faut être vigilant par rapport à tous les textes qui vont sortir, les fiches métiers, les guides. Aujourd'hui, à notre connaissance, rien ne l'interdit, mais évidemment, il faut mettre des mesures de protection adaptées. C'est le principe de l'évaluation des risques. On prend une situation donnée, on évalue le risque, quel est le niveau du risque, et on prend des mesures en fonction du niveau de risque. Après, c'est vrai qu'aussi, je pense que les professionnels peuvent aussi se donner le droit de refuser un client si celui-ci a des symptômes. Il ne faut pas l'oublier, on ne l'a pas dit, mais notamment un salarié qui a un symptôme, il faut, d'autant plus, on est là sur la santé publique, c'est éviter d'aller au travail et le client, c'est pareil. Quand il a un doute, quand il y a un signe, il ne faut pas, voilà. Il faut pouvoir et se donner le droit. C'est pas génial, je l'avoue, mais il faut se donner le droit peut-être de refuser des clients qui ont des symptômes et sur lesquels on n'est pas sûr. Et ça, l'entreprise peut l'indiquer sur les documents effectivement de conditions d'accès en disant on vous demande si vous avez un risque de ne pas venir, d'annuler votre rendez-vous. D'accord. Une question qui m'était pas forcément venue à l'esprit, mais qui peut être intéressante, l'utilisation de l'aspirateur. Alors, je ne sais pas s'il faut faire le parallèle avec la climatisation et le fait qu'il puisse y avoir des choses qui peuvent être portées. Est-ce que l'utilisation de l'aspirateur est possible? Alors, l'utilisation de l'aspirateur est à éviter, sauf si on a un aspirateur qui possède un taux de filtration de l'air qui ressort de l'aspirateur suffisant. Ce qu'on préconise, c'est le nettoyage à l'humide. C'est-à-dire pour ramasser, par exemple, les poussières, c'est de se servir d'un balai avec une lingette imprégnée et de faire ainsi pour éviter de remettre en suspension tout élément qui pourrait être contaminé par le virus.
Ok, allez, une dernière question. Est-ce qu'il y a une limite à appliquer dans la durée des soins ou des visites ou des entreprises qui vont chez des particuliers? Est-ce que on doit rester à un temps précis ou est-ce que là, pour le coup, c'est complètement libre? Alors, il n'y a pas de temps précis, c'est le temps minimum et maximum pour réaliser la prestation. C'est-à-dire que là, la prestation, il faut la faire de manière satisfaisante dans un temps donné et éviter les retards, éviter voilà, que la stagnation ou du temps passé non nécessaire chez le client ou le client dans le salon. Là, c'est vraiment une question d'organisation et il faut éviter le contact. Donc là, il n'y a pas de temps proprement dit. Le temps, il est imposé par la prestation. Après, il faut faire en sorte que le temps soit respecté. En sachant que voilà, sur la prise de rendez-vous des coiffeurs, je le répète, mais même pour toute entreprise, l'intervention, le travail va demander plus de temps puisqu'il y a des contraintes et notamment les contraintes d'organisation et de nettoyage. Donc là, automatiquement, c'est vrai que les délais risquent d'être allongés. D'accord. Bon, super. Merci à tous les artisans qui ont participé et qui ont posé des questions. C'était des questions hyper pertinentes et je pense qu'il était important de pouvoir y répondre. Président, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, au regard de ce qui a été dit, on voit que le point noir, et c'est pour ça que le guide n'est pas encore sorti, le point noir, c'est pour tous les artisans qui sont en contact avec des personnes de près, à moins d'un mètre, l'esthétique et la coiffure. On a parlé de l'air. J'ai vu une question concernant les ventilateurs. Les ventilateurs, c'est comme les climatisations. On ne peut pas les utiliser parce que vous allez, le virus est dans l'air, enfin, il est en suspension dans l'air pendant quelques secondes. Et si vous utilisez un ventilateur, vous allez le diffuser. Donc, il faut absolument que nous puissions réfléchir. Et là, je pense qu'on restera en contact avec Fabrice et Fanny en permanence. Et c'est pour ça, Fabrice, que je vous avais contacté hier. Il faut que moi, de ma position, ainsi que de ceux qui sont techniciens, c'est-à-dire vous, Fanny et Fabrice, que moi, je puisse aller chercher des financements parce que les collectivités demandent sur quoi elles peuvent financer aujourd'hui pour le redémarrage d'une activité. Elles débloquent des fonds. Il faut que je sois pertinent sur la nécessité de débloquer des fonds pour l'esthétique et la coiffure en priorité. Parce qu'on voit qu'il y a des problématiques avec le consommateur. On voit qu'il y a des problématiques avec le collaborateur, la salariée, qui sont plus prégnantes que dans d'autres entreprises qui peuvent travailler sans consommateur à côté. Là, je pense des garagistes, des réparateurs, etc. Donc, il faut qu'on puisse, vous et moi aller chercher les élus, vous, avec moi, travailler sur des dispositifs qui permettraient peut-être le traitement de la qualité de l'air, qui permettrait aussi de régénérer et de dissoudre éventuellement ces gouttelettes en suspension dans des parties confinées qui font moins de 100 mètres carrés. Et tout cela, on l'évoquera, Fabrice, puisque je voulais vous en faire part hier soir. Et entre vous et moi et mon agenda, on n'a pas pu s'en entretenir. Nettoyer les ustensiles aussi. Nettoyer les blouses. Tout cela, on voit bien que dans la coiffure, l'esthétique, c'est un gros souci. Gros souci parce que il va en falloir. Et que des blouses jetables, il n'y en a pas assez. Donc, ce point technique, il va falloir qu'on puisse le régler. Et qu'on puisse le régler avec vous. Ensuite, il y a le fait que tous ces gestes barrières vont forcément contraindre votre chiffre d'affaires et le réduire. Parce que si vous devez nettoyer en permanence, après chaque client, prendre les rendez-vous en solo, etc., vous allez être impacté. Il faut que vous nous teniez au courant aussi. Et ça me permet de faire une transition sur le fait qu'on va continuer ces webinaires. Je vous invite à regarder vos mails parce qu'il faut qu'on vous tienne au courant en permanence. Peut-être qu'on fera des focus par métier, par filière, telle sorte à ce qu'on puisse vraiment diffuser une information
pertinente à l'ensemble des secteurs d'activité. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que le 11 mai, on entre dans une période de déconfinement. On passe de 1 km à 100 km d'autorisation. L'idée, c'est que pour début juillet, on passe à 1000 km pour qu'on puisse partir en congé, qu'on puisse se déplacer, parce que c'est une nécessité pour tous. Certains commerces sont fermés jusqu'à nouvel ordre, notamment jusqu'au 1er juin, voire le 15 juin, il a été dit pour les restaurants, l'hôtellerie, etc. Minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a une clause de revoyure par l'État, par le gouvernement, au 1er juin. On va faire le point entre le 11 mai et le 1er juin de la circulation virale dans chaque zone. Et vous voyez que les zones sont plus ou moins rouges ou vertes. Les oranges devraient disparaître. Donc, on n'aura que 2 couleurs, normalement. Il faut absolument qu'on puisse vérifier s'il y a circulation ou pas. À nouveau, c'est super important, de telle sorte à ce qu'on puisse réouvrir tout début juillet. Le point éco. Au point économique, sachez que la France est plus impactée que les autres pays européens. On a une dette de notre croissance au premier trimestre de moins 5,8. On escompte au deuxième trimestre moins 8%. Donc, ça va faire moins 13 de contraction de croissance, alors que nous étions depuis des décennies à 1 ou 1,2. Et on voit ce que ça donne, 1 ou 1,2, c'est très faible, on ne gagne pas beaucoup d'argent, et ça ne permet pas de faire décroître le chômage. Donc, vous imaginez avec moins 13 sur un semestre. Et on ne sait pas ce que ça va donner sur le second semestre. Donc, on va mettre du temps. Je veux dire par là qu'il n'y a que la croissance, que la reprise d'activité dans les meilleures conditions qui permettra de relancer à la fois notre pays et à la fois la réembauche suite à la destruction des emplois qui vont arriver en masse. Donc, il faut savoir que pour ceux qui peuvent faire du télétravail, c'est-à-dire pour nous, à la Chambre de métier, pour les administrations, pour les institutionnels, pour les mairies, les collectivités locales, territoriales, toutes les EPCI, c'est la norme pour éviter de faire émerger trop rapidement une surcharge virale épidémique dans les différents départements. Donc, tous ceux qui peuvent faire du télétravail feront du télétravail. Et je leur conseille, nous leur conseillons tous. C'est pourquoi, pour ces webinaires, alors nous, on va continuer forcément le télétravail parce qu'on l'a apprécié, qu'on travaille de façon tout aussi efficace, qu'on accompagne nos créateurs et nos entreprises de la même façon à partir du moment où on a mis les outils en place. Forcément, il y a des chambres de métiers qui me disent il faut qu'on reprenne une présence physique dans les locaux, sauf que là, on va régénérer du contact et un risque. Et moi, je n'en suis pas pour. Je voudrais protéger les collaborateurs de la Chambre, mais aussi protéger les entrepreneurs. Et c'est pour ça que j'ai cette position. Nous allons organiser, bien évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement que se déplacer, des rendez-vous à la Chambre de métier pour les accueillir, forcément. Ces rendez-vous sont obligatoires pour prévoir les conditions de sécurité. Mais tout ce qui a été fait à distance doit être continué à distance et nous continuerons à la fois les formations, ces informations qui me paraissent essentielles pour vous, d'autant que vous n'avez pas besoin de vous déplacer à la Chambre de métier. Il suffit de trouver des créneaux horaires en fonction des secteurs d'activité pour l'esthétique et la coiffure le soir, peut-être pour le bâtiment entre midi et 2, et que sais-je. Voilà, on s'adapte en fonction des filières. C'est super simple. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on peut capter et faire délivrer un message à le plus grand nombre d'entreprises beaucoup plus facilement que si vous veniez à la Chambre de métier, d'autant qu'on fera un geste pour l'environnement, on se sera moins anxiogène, moins dangereux sur les périphériques, avec tout ce monde qu'on connaissait avant. Donc, je vous incite fortement
à regarder tout ce qu'on fait par les mails, par les réseaux sociaux. Ces webinaires continueront. J'espère que ça vous apporte et que ça vous apportera toujours. Il faut qu'on soit plus concret. Et je pense qu'il faut qu'on soit plus pointilleux, plus focus sur les filières. N'hésitez pas à nous faire remonter vos problématiques, à me les faire remonter, à leur faire remonter. Et je peux vous assurer que moi, je serai le représentant de votre parole auprès des élus. Et si je dois aller chercher de l'argent, j'irai chercher de l'argent. Bien évidemment, on ne paiera jamais tout à 100%. Mais sachez qu'il faut le faire, je le ferai. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Merci beaucoup. Alors, merci à tous pour vos interventions. Merci aux artisans qui ont assisté à ce webinaire. Encore une fois, une information exhaustive qui va vous permettre, vous, chefs d'entreprise, d'envisager l'accueil de vos salariés et de vos clients sereinement. Sachez que la Chambre de métier continue à vous accompagner. Comme l'a dit le président, on continue à rester ouvert. Alors, sur rendez-vous, évidemment, mais accessible par téléphone, accessible par mail également. Vous pouvez également accéder à notre offre de formation qui va pouvoir vous aider justement pour mettre en place pas mal de choses, que ce soit fixer vos prix, que ce soit remettre en place une action de communication, une action commerciale justement pour pouvoir à nouveau mobiliser vos clients. Ce webinaire, on l'a préparé pour vous apporter un maximum d'informations. Peut-être que vous n'avez pas eu toutes les informations que vous souhaitiez. C'est pour ça que vous avez notre contact qui s'affiche, le numéro de téléphone de la Chambre de métier 05 61 10 47 47 et évidemment l'adresse email permanence.sde@cm-toulouse.fr. À travers cet outil, vous pouvez nous poser vos questions. On a les mails de toutes les personnes qui se sont inscrites sur ce webinaire. Dans l'après-midi, on vous enverra la présentation, ce qui vous permettra du coup de pouvoir accéder aux fiches, aux affiches, aux informations qui vous a été présentées ce matin. Merci Président, merci Fanny, merci Fabrice. À bientôt. Au revoir. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Au revoir. Bonne journée. Prenez soin de